le monde. Alors, je voudrais tout d'abord remercier l'IT Business School pour cette invitation et les féliciter pour ce cycle de conférences dont les thèmes sont très très intéressants. Alors, deuxièmement, je m'excuse auprès de mes compatriotes, mes amis et collègues arabophones et anglophones puisque ma présentation sera en français, sera assurée en français. J'ai été sollicité pour donner en fait une intervention sur le Covid-19 et l'impact sur l'économie mondiale et bien entendu sur l'économie tunisienne. Donc, tout au long de cette présentation, je vais essayer de parler des différentes études qui ont essayé de mesurer l'impact du Covid-19 sur l'économie mondiale. Alors, bien entendu, je vais également mentionner les différentes études qui ont traité les impacts sectoriels. Et puis, on va essayer de voir comment a été les réponses à cette pandémie et à l'échelle des nations, mais également à l'échelle multilatérale. Bien entendu, nous allons parler des mesures prises en Tunisie, vu l'impact de cette pandémie sur l'économie tunisienne. Et enfin, nous parlons également de l'après-Covid. Donc, en fait, la première question, comment une crise qui a débuté en Chine s'est traduite ensuite par un cataclysme et par un impact économique substantiel et une affectation de l'économie mondiale. Eh bien, on sait très bien que la Chine, c'est l'usine du monde, et donc un choc pareil, il entraîne une perturbation des chaînes de valeur mondiales. Donc, toutes les chaînes de production et distribution sont affectées. Alors, bien entendu, les importations sont perturbées et les exportations sont menacées. Et puis, en fait, ce Covid-19, il s'est accompagné d'une interdiction de mobilité et fermeture des espaces aériens et maritimes. Alors, et ces mesures, bien entendu, se sont traduites par une rupture des chaînes d'approvisionnement et ont eu des effets, en fait, catastrophiques, si je puis dire, sur le tourisme et les activités connexes. Et puis, nous sommes en confinement. Ces mesures de confinement, ils se sont traduites par un double choc, un choc d'offre et un choc de demande. Alors, il y avait en fait plusieurs études qui ont étudié l'impact, plusieurs études, des rapports qui ont étudié l'impact du Covid-19. Alors, l'impact, il est économique, il est social et il est financier. Alors, je vais pas parler du côté, bien entendu, sanitaire et humain et tout ça. Donc, sur le plan économique, en fait, ce qui m'a interpellé, c'est l'étude de l'OCDE. Pourquoi? Parce que à la date du 2 mars, qu'est-ce qu'il a dit l'OCDE? Il a dit que la croissance mondiale, dans le pire scénario, la croissance de l'économie mondiale va être de 1,5%. Alors, cette étude, elle a été actualisée et là, alors le verdict tombe et l'OCDE dit que, en fait, l'ampleur de la catastrophe est substantielle. Alors, parce qu'il parle d'un déclin du taux de croissance du PIB allant jusqu'à 2% pour chaque mois. Et selon cette même étude, alors si le confinement, il durera 3 mois, le déclin, il atteindra l'intervalle de 4 à 6% par mois. Donc, bien entendu, cette étude montre l'ampleur de l'impact, mais elle montre également que les chiffres, ils sont toujours fragiles et il va falloir toujours actualiser puisque la situation, elle évolue très vite et l'ampleur de la pandémie, en fait, est très grande. Très grande. Alors vient ensuite le rapport du FMI. Alors le FMI, il nous dit que la récession mondiale, elle sera à l'ordre de 3%. Et rien que pour les pays avancés, en fait, le taux de croissance sera négatif, moins 6,1%. Alors ce qui nous concerne en tant qu'économie tunisienne, ce qui nous concerne directement,
c'est la situation chez les partenaires. Et le rapport du FMI, il dit que dans la zone euro, alors la récession sera de l'ordre de 7,5%. Donc, nos partenaires, ils seront en fait terriblement affectés et donc nous serons automatiquement affectés également. Alors, toujours sur le plan économique, il y a le rapport de la Banque mondiale sur l'Afrique subsaharienne, Africa's Pulse, qui parle d'une récession de 5,1%, donc un taux de croissance négatif alors de 5,1% et des pertes du PIB alors qui peuvent aller jusqu'à 79 billions de dollars. Alors, il y a le rapport de l'UNECTAD qui estime la chute des EDE de 30 à 40%. Et puis, il y a le rapport de l'OMC qui prévoit un effondrement du commerce mondial qui pourra aller jusqu'à, en fait, 32% en 2020. Alors maintenant, sur le plan social, il y a l'Organisation internationale du travail qui dit que le Covid-19, il a forcé 2,7 milliards de travailleurs, soit 81% de l'ensemble de la population active au chômage ou bien au chômage partiel. Alors, cette même organisation, elle dit que la pandémie, elle pourrait coûter jusqu'à 25 millions d'emplois dans le monde. Alors, il y a le rapport Oxfam également qui dit que 6 à 8% de la population mondiale, elle basculera vers la pauvreté. Donc, c'est un véritable cataclysme. Alors, sur le plan financier, bien entendu, il y a eu un effet sur les bourses. Et selon le dernier rapport du FMI, le Global Financial Stability Report, alors ce rapport, il nous dit que l'indice S&P 500, il a perdu 20% durant 16 sessions de trading seulement. Et la chute boursière dans toute la zone euro, elle est estimée à 25% et l'indice Nikkei, il a dégringolé de plus de 20% depuis janvier. Alors le FMI nous parle également de la fuite des capitaux des pays émergents qui est estimée à 100 billions de dollars depuis janvier 2020. Et il nous parle également de la dépréciation des monnaies des pays émergents et une augmentation importante de la dette. Alors le FMI estime la dépréciation des pays exportateurs de commodities comme le Brésil, comme le Mexique, comme l'Afrique du Sud. Il estime cette dépréciation à plus de 20% par rapport au dollar. Alors, comme j'ai dit au début, il y a pas mal d'études qui ont traité les impacts sectoriels. Je vais pas m'attarder. Alors, je vais juste dire que l'Organisation internationale du travail, elle a fait pas mal d'impacts sectoriels sur le tourisme, sur les services publics, sur l'aviation civile, sur le textile habillement. Alors, il y a la boîte Deloitte qui a étudié l'impact sur l'ingénierie et les bâtiments, McKinsey sur l'énergie et l'assurance, KPMG qui a étudié l'impact sur l'aéronautique et l'automobile, etc. Donc il y a pas mal en fait d'études qui se sont focalisées sur en fait l'impact sectoriel et toutes les études montrent que l'impact il est très grand et cette pandémie elle va toucher pratiquement en fait tous les secteurs. Bien. Alors, la question qui se pose à ce niveau, c'est comment a été les réponses au niveau national, mais également au niveau multilatéral. Eh bien, on a bien constaté que les plans de sauvetage qui ont été programmés par les pays, ce sont des plans énormes. Alors, aux États-Unis, par exemple, Trump il a signé un plan d'une valeur de 2 trillions de dollars et c'est le plan le plus large en fait de l'histoire des États-Unis, soit en fait presque 10% du PIB. Alors l'Union européenne ou bien les pays de l'Union européenne, ils se sont arrivés à un accord où le paquet il s'élève à 500 milliards d'euros. L'Allemagne un fonds de 500 milliards d'euros et la France le plan il a été porté à 110 milliards d'euros. Alors à côté de ces programmes de sauvetage au niveau national, vient s'ajouter bien entendu alors celui concocté par les dirigeants du groupe 20 qui se sont réunis fin mars et qui ont promis en fait d'injecter 5000 milliards pour soutenir l'économie mondiale. Et puis on sait très bien que le FMI il s'est dépris déjà à financer ou bien à accorder des financements qui peuvent aller jusqu'à 1000 milliards de dollars. La Banque mondiale, le paquet c'est 14 milliards de dollars et la Banque africaine de développement c'est 10 milliards de dollars. Alors,
La Tunisie, bien entendu, elle n'est pas épargnée. Alors, on sait très bien que la Tunisie, c'est une petite économie ouverte. Le tissu productif, il est fragile. Alors, comme j'ai dit, nos partenaires sont largement ou bien fortement impactés. Et donc, la Tunisie est également ou bien sera également impactée. Et là, nous avons déjà le rapport du FMI qui dit que en 2020, la Tunisie accusera, ou bien l'économie tunisienne accusera une récession de 4,3%. Donc le taux de croissance sera négatif de l'ordre de moins 4,3% en 2020. Alors, il y a une seule étude, nous attendons encore en fait les chiffres officiels des autorités. Jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une seule étude qui a été faite par Hakim Ben Hamoud et Hedi Bchir dans le cadre de l'initiative Econ for Tunisia. Les deux auteurs, ils estiment la récession de 3,8% et les pertes de postes d'emploi à presque 160 000 en fait jobs, postes d'emploi. Il y a un seul chiffre officiel qui est celui de l'INS. Alors, et qui concerne les exportations. L'INS nous dit que les exportations, en fait, par rapport à l'année dernière, ils ont chuté de presque 30%, de 29,5%. Donc l'impact, il est très grand. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les mesures qui ont été prises. On sait très bien que, en fait, deux types de mesures, si je puis dire, des mesures monétaires et des mesures budgétaires et fiscales. Alors, sur le plan monétaire, il y avait la baisse du taux directeur, le report des annuités. Alors, la fenêtre de refinancement qui a été, en fait, ouverte par la Banque centrale dernièrement, cette fenêtre qui est estimée à 8 et qui peut aller jusqu'à 10 milliards de dinars. Alors, sur le plan budgétaire et fiscal également, il y avait pas mal de mesures. Le report des déclarations fiscales, la réduction des délais de restitution des crédits d'impôt et taxes à un maximum de 1 mois, le rééchelonnement des dettes fiscales et dernièrement un fonds de soutien pour le PME estimé à 400 millions de dinars. Alors la question qui se pose, est-ce que alors ce plan il est ambitieux? Est-ce que ce plan il est suffisant pour en fait stopper l'hémorragie et pour permettre une relance de l'économie tunisienne? Eh bien ici il y a trois remarques qui s'imposent. Alors premièrement, ce plan il était nécessaire mais il n'est pas suffisant. Alors le package qui a été proposé, alors les 2,5 milliards, alors les 2500 milliards, alors elle représente 2% de PIB. Alors que nous avons besoin du double en fait pour stopper l'hémorragie et peut-être nous aurons besoin du triple pour parler d'une véritable relance de l'économie. Et donc au final en fait nous aurons besoin d'un plan de 10 à 12% de PIB et non pas de 2% de PIB. Alors ce package il est estimé à en fait, si on fait un petit calcul, on trouve que ce package proposé, il est estimé à 25 jusqu'à 30% du total du budget de 2020. Alors, deuxième remarque, alors les mesures qui ont été prises, ils sont adaptés à un scénario très optimiste. Alors, et donc le plan de soutien, il ne correspond qu'à une période de confinement très courte. Donc, il va falloir vraiment anticiper le prolongement de ce dernier. Alors, nous aurons tout à l'heure le discours du président du gouvernement et on verra quelles sont les mesures qui vont être prises. Alors, troisième remarque, il y a quand même des niches inexploitées. Alors, des niches inexploitées, premièrement, je pense et je continue à penser qu'il faut un moratoire sur la dette. Alors, qu'il faut des politiques monétaires non conventionnelles, non classiques. Alors, telles que les avances au trésor, telles que l'assouplissement quantitatif. Même la politique monétaire conventionnelle, il y a pas mal de choses. Dans le cadre d'une politique monétaire conventionnelle, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, des mesures qui peuvent être prises. Alors, où est la baisse importante du taux directeur? Une baisse de 100 points de base, c'est largement insuffisant. Où est la baisse des réserves obligatoires? Où sont les taux bonifiés? Donc, il y a pas mal
de choses qui peuvent être en fait prises par la Banque centrale pour en fait stopper cette hémorragie et pour en fait minimiser les dégâts provoqués par le Covid-19. Alors, sur le plan budgétaire et fiscal, alors moi je pense que en fait les questions d'équilibre budgétaire, les questions de maîtrise de déficit, ils doivent être ou bien ils devront être des questions de second rang. Alors, il faut en fait des mesures audacieuses. Alors, où est par exemple la taxe sur la fortune? Alors, nous avons pas mal de fortunés en Tunisie, donc je pense que c'est le moment de faire une taxe sur la fortune. Bien, alors, parlons de l'après-Covid 2019. Alors, mais avant ça, en fait, pas mal de questions qui ont été posées sur le comment, ou bien comment assurer une bonne gestion de la crise actuelle, ou bien comment réussir la transition. Alors, j'étais interpellé par une phrase extraordinaire du secrétaire général de l'ONU qui disait, en fait, this is time for prudence, not panic, science, not stigma, facts, not fears. Alors, traduction, c'est le temps de la prudence et non pas de la panique, de la science et non pas de la stigmatisation, des faits et non pas de la peur. Alors, je peux compléter que c'est le temps également de l'action et non pas de la fiction, de l'innovation et non pas de la rétraction, de l'audace et non pas de l'imprudence ou bien de l'insouciance. Alors, je pense que pendant cette période, pour assurer une bonne transition, je pense qu'il faut fusionner les efforts et faire la coordination avec tous les stakeholders. Alors, je pense également qu'il faut une association des compétences du pays. Alors, troisièmement, il faut une mise en œuvre des décisions prises. Et donc, il faut franchement une administration qui suit le rythme. Alors, il faut une certaine adaptabilité ou bien une flexibilité. Et donc, selon l'évolution de la situation, alors les mesures, ils doivent être calibrées. Il faut une bonne communication, mais également, c'est vrai qu'on est au cœur, en fait, du cataclysme, mais il faut garder un œil sur l'avenir. Bien. Alors, parlons un tout petit peu de l'après-Covid-19. Alors, cette période, en fait, elle nous a montré qu'il y a pas mal d'opportunités. Alors, il y a l'opportunité de digitalisation. Alors, le développement des plateformes digitales, alors les fintech, etc. Alors, on a vu pas mal d'innovations organisationnelles et sociales. Alors, il y a l'opportunité également de la formalisation et l'inclusion. Il y a également, on a vu la valorisation de certaines industries, en l'occurrence l'industrie pharmaceutique. Et également, il y a une opportunité de renforcer la solidarité. Bien. Alors, maintenant, je pense qu'en se préparant pour l'avenir, pour l'après-Covid-19, alors il me semble que des réponses à un certain nombre de questions devront avoir lieu, dès maintenant. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on veut de l'État? Alors, et donc, une redéfinition ou bien une nouvelle réflexion sur le rôle de l'État s'impose. Alors, Daniel Rodrigue déjà parlait d'infléchissement sensible. Alors, dans le sens d'un accroissement des investissements publics pour l'amélioration de la protection sociale, sanitaire et environnementale et d'une plus forte implication de l'État pour la régulation des industries qu'il appelait les industries essentielles. Alors, deuxième question, quel modèle économique et social nous voudrons? Alors, certainement, reproduire le même modèle ne servira à rien ou bien n'amènera à rien. Troisième question, quelles sont les politiques publiques et les réformes qui vont nous permettre la transition vers le nouveau modèle souhaité? Et donc, pour répondre à ces trois questions essentielles, je pense qu'il faut un débat de société. Alors, à la lumière de ce débat, alors une vision pour le pays, elle peut être élaborée et donc des stratégies en fait, peuvent être en fait ficelés. Alors, dans tous les cas, en fait, et quel que soit le timing et le contenu de débat, alors je pense que des questions qui sont liées à l'intelligence économique, à la transformation digitale, à la mutation énergétique, aux politiques industrielles, au contrat social, en fait,
ces questions, ils devront être posées avec audace, avec sérieux. Donc, je pense que la Tunisie a toutes les capacités de supporter ce choc et de préparer en fait l'avenir. Alors, l'essentiel, c'est d'être solidaire, d'être innovant. Alors, de fédérer en fait les efforts de toutes en fait les parties prenantes et comme j'ai dit, la Tunisie, elle a toutes en fait les moyens pour surmonter cette crise et pour bien en fait préparer l'avenir. Voilà, sur cette note positive, alors encore une fois, je remercie l'IT Business School pour cette invitation et je vous remercie pour votre attention et puis on se dit à très bientôt et surtout restez confinés.